Bonsoir à tous et désolé pour le retard bien sûr. Donc je vais rapidement présenter l'intervenant ce soir. Donc je vais écourter la présentation vu qu'on est déjà pris un peu par le temps. Donc nous recevons ce soir M. Floreani qui est le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères européennes. Vous venez dans le cadre de l'opération le Quai d'Orsay hors les murs, qui a pour but de permettre à tous de s'approprier les thèmes des politiques du ministère. Alors, vous avez été sous-directeur de presse du ministère des Affaires étrangères avant d'occuper le poste que vous occupez actuellement. Vous avez aussi été premier conseiller de l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis. Vous avez été porte-parole de l'ambassade de France au Royaume-Uni et expert pour la mission française à l'ONU, si je ne me trompe pas. C'est tout ce que j'ai, mais c'est déjà un très beau parcours. On vous laisse maintenant la parole pour savoir. Bonsoir, merci beaucoup. Mille excuses pour le retard. La France est en retard, indépendant de ma volonté. Merci pour votre accueil et merci aussi au directeur de l'IEP, Philippe Rimbaud, et à l'association Ictus. Voilà. Donc, je suis très heureux d'être à Toulouse, au-delà de souvenirs personnels d'une ville, d'une région où il fait bon vivre et avec un patrimoine culturel fantastique. C'est une ville étudiante, ouverte, dynamique. Donc voilà, ça correspond exactement à ce qu'on veut faire dans le cadre du Quai d'Orsay hors les murs. Alors pourquoi cette rencontre qui est donc dans le cadre du Quai d'Orsay hors les murs? Parce que il y a un paradoxe. D'un côté, on a le constat d'un fort intérêt des Français, des jeunes Français en particulier, pour les questions internationales. On voit une place importante consacrée par les médias à ces questions, un nombre élevé et une popularité forte des sites internet qui traitent des questions de politique étrangère, de géopolitique. On voit des réactions nombreuses des auditeurs, des internautes sur toutes ces questions. On l'a vu par exemple sur les printemps arabes, la Libye, la Syrie, l'Égypte en ce moment. Quand on fait des enquêtes médiamétriques, on voit que c'est parmi les sujets qui suscitent le plus d'intérêt de la part des personnes qui consomment des médias. Mais d'un autre côté, j'essaie d'aller vite, comme ça je vous laisserai le temps des questions. D'un autre côté, il y a une connaissance limitée du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, une connaissance limitée des diplomates, sinon quelques caricatures à travers les publicités, des personnes qui font que des cocktails. On fait autre chose, je vous rassure. Et pourquoi cette connaissance limitée? Parce qu'on n'est pas présent en France, sinon à Paris, et puis on a aussi quelque chose à Nantes, service des visas de la comptabilité. On n'a pas de direction départementale ou de direction régionale comme les autres administrations françaises. Et puis les diplomates sont tournés vers l'action extérieure, et encore peu ou trop peu vers les régions, les départements ou les communes. Les villes comme Toulouse, même si beaucoup de diplomates viennent un certain nombre d'entre eux viennent de Toulouse, par exemple, on est encore assez peu tourné vers la France. Donc nous répondons à un besoin d'une meilleure connaissance du Quai d'Orsay, aussi un devoir de transparence. Alors comment on fait? On fait à Paris des journées portes ouvertes, des journées des métiers. On fait par exemple une journée de porte ouverte le 12 janvier, mais c'est à Paris, c'est loin. Donc on se déplace aussi en région. Comme le dit dans la dépêche du midi aujourd'hui le journaliste Daniel Bourqueby, ça permet donc de donner une image des diplomates qui correspond à la réalité. Et puis ça nous permet aussi de recruter des agents, des leaders, parce que se faisant connaître, ça peut vous donner envie à vous de rejoindre le Quai d'Orsay, de passer les concours. Je vais juste vérifier, vous m'entendez bien dans le fond, c'est bon partout, ouais. Donc je vous propose, autour de cette brève présentation, de contribuer à cette meilleure connaissance du Quai d'Orsay, pas avec un plan compliqué, synthèse, antithèse, non, simplement répondant à deux questions très simples. Quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères, premièrement, et deuxièmement, que font les diplomates au lycéen?
Alors, commençons tout de suite. Quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères? Je proposerais de le voir en trois sous-questions. Quelles sont ses missions? Quels sont ses moyens? Et quels sont ses défis? Alors, quelles sont ses missions? Il y a près de 200 États dans le monde, 193 États membres des Nations Unies, mais certains ne sont pas membres, ne sont pas membres des Nations Unies. Et donc il y a la nécessité, dans un monde de plus en plus ouvert, d'établir des relations avec ces États et de représenter la France dans ces pays. Donc l'ambassadeur, les diplomates à l'étranger représentent la France. L'ambassadeur est le représentant du président de la République dans le pays où il est accrédité. Il présente au chef d'État de l'autre pays ce qu'on appelle des lettres de créance que le président de la République lui a remis. Il les présente et ces lettres de créance disent au chef d'État de l'autre pays: cette personne est mon représentant personnel auprès de vous. Donc l'ambassadeur d'abord est un représentant. Ensuite, une ambassade dans un pays étranger, ça sert à informer le ministère des Affaires étrangères, informer les autorités françaises de ce qui se passe dans un pays donné. Par exemple, en Égypte, notre ambassade nous envoie tous les jours des télégrammes, des comptes rendus sur la situation intérieure. Quelle est par exemple l'ampleur des manifestations qui ont lieu en ce moment au Caire ou à Alexandrie ou ailleurs? Quel est quelle est la nature du projet de constitution qui va être proposé le 15 décembre à la population égyptienne? Quelles sont ses implications pour les libertés? Voilà, il nous informe, ce qui nous permet de réagir. Ce matin, par exemple, le porte-parole du Quai d'Orsay a des questions sur ce qui se passe en Égypte et donc peut réagir grâce à ces informations que l'on obtient en temps réel de nos ambassades. Bien, sur les relations internationales, si l'on change de continent, quelles sont les relations, par exemple, du Rwanda avec la République démocratique du Congo? Vous savez qu'il y a des troubles dans les Kivu, à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, et donc il y a un rôle du Rwanda, de l'Ouganda, des pays voisins dans ces troubles. Donc l'ambassadeur représente, il informe, il propose des actions. Il propose par exemple des visites. Notre ambassade à Rabat, au Maroc, dit ça serait bien que le président de la République vienne au Maroc. Il vient d'annoncer une visite en Algérie qui sera dans une dizaine de jours. François Hollande ira en Algérie bientôt. Et donc l'ambassade au Maroc, il serait bien qu'il vienne aussi. Donc ce sera au début de l'année prochaine, je ne sais pas si l'Élysée l'a déjà annoncé, au début de l'année prochaine, le président de la République ira au Maroc aussi. Ou bien, notre ambassade à Washington, aux États-Unis, sait que notre ministre va à Bruxelles, était à Bruxelles mardi dernier, et dit tiens, ça serait bien qu'il fasse une interview avec la chaîne CNN sur les questions, sur la Syrie par exemple. Donc voilà, il nous envoie des télégrammes, des messages, et on organise ça. Et donc Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a pu faire une interview mardi soir sur la chaîne CNN, qui est déjà en ligne sur le site du ministère des Affaires étrangères et sur le site de CNN aussi. Voilà des exemples de visites, des exemples d'actions. Donc l'ambassadeur propose des actions. Puis l'ambassadeur, il est diplomate, c'est pas l'ambassadeur qui fait tout, il est assisté d'un certain nombre de diplomates. Et puis le rôle d'un ambassadeur, de diplomate, c'est négocier. Dans un monde ouvert, il y a de plus en plus d'organisations internationales. Alors on négocie à l'ONU, on négocie à l'OTAN, je parlais de l'OTAN, cette organisation traité de l'Atlantique Nord, donc entre les alliés occidentaux. On négocie sur d'autres sujets, l'Organisation mondiale du commerce, ou bien des organisations plus petites, mais non moins importantes, comme l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OIAC, au sein de l'Union européenne, bien sûr, on négocie sans arrêt. Voilà à quoi servent nos ambassadeurs, nos diplomates. L'objectif, c'est qu'il y a cette régulation internationale qui doit se mettre en place dans un nombre très important de secteurs, de tous les secteurs, et il faut être présent. Donc, par exemple, de quoi on a parlé à l'OTAN mardi soir,
c'était du déploiement de missiles patriotes en Turquie, à la frontière avec la Syrie. Si la Syrie envoie des missiles vers la Turquie, ces missiles que les Pays-Bas, l'Allemagne et les États-Unis possèdent vont être déployés pour empêcher que des missiles, par exemple avec des vecteurs chimiques, donc des armements chimiques, puissent frapper le territoire turc. On a aussi parlé avec la Russie. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, était présent et il a pu discuter avec ses homologues européens. C'est un pays important, la Russie, on parle beaucoup avec eux, même si on n'est pas toujours d'accord, mais nous, diplomates, quand on n'est pas d'accord, on se tape dessus, on essaie de se convaincre. Aujourd'hui, par exemple, il y a la conférence de Doha. Donc Laurent Fabius est parti mardi à Bruxelles, et de là il a pris un avion pour aller au Qatar, à Doha, pour cette réunion, cette conférence sur le climat, où 2 ministres français sont déjà présents, Delphine Batho et Pascal Canfin, et donc avec des objectifs défendre ce que l'on souhaite, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou bien un accord international pour réduire à 2 degrés l'augmentation du réchauffement climatique. Alors que fait d'autre? On fait plein de choses à l'étranger. Je vous disais, on ne fait pas que des cocktails, on n'offre pas que des Ferrero Rocher. On aide nos compatriotes aussi. 2 millions de Français sont installés à l'étranger, partout dans le monde. Alors on a par exemple 300 000 qui sont au Royaume-Uni, puis il y a des communautés plus petites. Moi j'étais, comme le rappelait votre collègue, j'étais aux Émirats Arabes Unis jusqu'à il y a 1 an, donc dans le Golfe, face à l'Iran. Et là on avait 15 000 Français à peu près, entre Dubaï et Abu Dhabi, donc les 2 grandes villes des Émirats Arabes Unis, on a une communauté de 15 000 Français. En Belgique, on en a 150 000 à 200 000 par exemple, les États-Unis 300 000. Donc on aide ces Français. On a à peu près 15 millions de Français qui se rendent comme touristes chaque année à l'étranger. On les aide aussi. Donc le métier de diplomate, c'est pour les Français qui sont à l'étranger, c'est un rôle de mairie. On établit des actes d'état civil. Il y a des naissances, les Français se marient, ont des enfants, donc on établit tous les actes d'état civil qu'établit une mairie. On fait des passeports, des cartes nationales d'identité, différents certificats. En fait, on est la première mairie de France. On célèbre, nos ambassades à l'étranger célèbrent 180 mariages par jour. On délivre 1200 passeports par jour également. Et puis pour les étrangers, on accorde 2 millions de visas par an. Voilà, il y a un gros travail aussi de nos consulats, parce que ce sont les consulats qui font ce travail d'appui aux Français de l'étranger ou bien de délivrance de visas. On a un rôle social aussi dans certains pays. Il y a des sections qui aident les Français qui viennent dans ces pays-là à trouver un emploi. Il y a des bourses qu'on délivre aussi parce qu'il y a des établissements scolaires français à l'étranger, à peu près 500, mais qui sont payants. Donc pour les Français qui sont moins fortunés, il y a des bourses. On rend des visites à nos compatriotes qui sont en prison. On en a parlé aussi. On a parlé récemment, je crois que c'était hier, de Loïc Le Floch-Prigent, qui est incarcéré au Togo. Sa femme était à France 2, elle était sur ITV. Eh bien, on lui rend visite quasiment tous les jours, soit le médecin de l'ambassade, soit des diplomates, des consuls, des agents consulaires lui rendent visite. On rend visite aussi à d'autres compatriotes qui sont enfermés en République dominicaine parce qu'ils ont voyagé avec un sac qui contenait de la cocaïne. Est-ce que c'était eux qui l'avaient mis? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur avait mis? Ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, on leur rend visite, on les aide. Voilà ce qu'on fait de concret. Quels sont nos moyens? Le ministère des Affaires étrangères a 15 000 agents. Les 2 tiers sont à l'étranger. Je vous en parlerai un peu plus loin. On a un budget qui est de 5 milliards par an. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu. En fait, c'est 1% du budget de l'État. Seulement 1% du budget de l'État. Et la moitié de ce budget sert à payer des contributions aux organisations internationales. Vous savez qu'il y a des opérations de maintien de la paix partout dans le monde. Par exemple,
77 000 casques bleus en République démocratique du Congo, vers Goma, eh bien la France paye un certain pourcentage de toutes ces opérations de maintien de la paix. Je crois que c'est aux alentours de 7%. Donc la moitié de notre budget, ça sert à payer toutes ces contributions aux différentes organisations internationales. Nous avons 163 ambassades, une centaine de consulats, 92 exactement, 16 représentations dans des organisations internationales. Donc les ambassades, c'est auprès d'un pays, les représentations permanentes, c'est auprès d'une organisation. Ces organisations que je citais tout à l'heure, l'ONU, l'OTAN, l'OMC, etc., la FAO, voilà, toutes ces organisations. On a le deuxième réseau au monde après les États-Unis, donc on a une très forte représentation, et avec parfois des ambassades toutes petites. Notre ambassade en Érythrée, il y a l'ambassadeur et 2 personnes. Ou au Zimbabwe, c'est pareil, c'est une ambassade toute petite. À l'inverse, notre ambassade à Washington est très grande, donc notre ambassade à Londres. Voilà. Et que fait le ministère? On a ce réseau à l'étranger, le ministère à Paris, c'est un peu le back-office, le soutien à tout notre réseau à l'étranger. Comment est-il organisé? Il est organisé en directions, des directions géographiques, une direction pour l'Afrique, une direction pour l'Amérique, une direction pour l'Asie, une direction pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, des directions thématiques également, une direction qui s'occupe de toutes les questions qui relèvent des Nations Unies, une direction qui s'occupe des Français à l'étranger, qui aide donc plutôt les consulats, un centre de crise qui est mobilisé 24 heures sur 24 pour s'occuper des Français qui peuvent être en difficulté. Et puis une direction de la communication, à laquelle j'appartiens, qui communique, qui répond à la presse, qui répond aux questions de la presse, qui communique sur Internet, par des manifestations, voilà, des événements qu'on organise. Ça, c'est le troisième point que je vous ai dit, quels sont nos enjeux, nos défis, c'est cette obligation de nous adapter en permanence. Le monde change, avant c'était simple, hein, il y a une vingtaine d'années, il y avait les gentils à l'ouest, c'était nous, et les méchants à l'est, c'était l'URSS. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, il y avait le nord avec les riches, le sud avec les pauvres. Pour simplifier l'extrême, aujourd'hui c'est très complexe. Des pays nouveaux apparaissent. Le Soudan du Sud récemment, avec la partition du Soudan. Le Timor oriental, c'est un peu plus ancien. Et puis antérieurement, il y a eu tous les pays qui sont issus de l'ex-Yougoslavie. Et puis encore avant, tous les pays qui sont issus de l'ex-URSS, les anciennes républiques soviétiques. Il y a aussi une répartition évolutive des rapports de puissance, économiques ou politiques. Vous voyez bien, Chine et États-Unis, avant un moment, les États-Unis dominaient, c'était la première puissance. Les Chinois sont en train de rattraper, les Indiens ne sont pas loin derrière. Vous avez aussi des pays émergents, le Brésil, la Corée du Sud, la Turquie et d'autres qui vont émerger, la Malaisie, le Vietnam. Donc le monde change, des enjeux nouveaux apparaissent. On parlait du climat tout à l'heure, donc les enjeux climatiques, la santé avec des pandémies, avec les déplacements constants, les voyages, et bien les maladies concernent le monde entier. Vous vous souvenez de la SRAS, cette maladie qui affectait les poumons, ou bien il y a eu une grippe aviaire aussi. Vous voyez, ces maladies qui concernent maintenant le monde entier. Ça, c'est le climat, la santé, et bien d'autres choses. On appelle ça les biens publics mondiaux. C'est des choses que l'on doit tous ensemble défendre, notamment dans les organisations internationales. Et puis à côté de ces biens publics mondiaux, il y a des menaces mondiales. Quelles sont ces menaces mondiales? Eh bien le terrorisme par exemple, la cybercriminalité, les trafics divers, la drogue, les armes, les migrations, pas les migrations normales, mais les gens qui profitent des migrations, les passeurs, etc. Vous savez que ces trafics génèrent plus de 100 milliards d'euros par an. C'est 2 fois le budget de l'État français. Donc c'est des sommes énormes
qui sont générés par les trafics de tout genre. On le voit au Mali, ça alimente le terrorisme, les trafics de drogue, les trafics d'armes, les prises d'otages aussi qui alimentent le terrorisme. Ils peuvent menacer les pays. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de cercle vicieux. Donc, enjeu nouveau, pays nouveau, enjeu nouveau, une multiplication des acteurs aussi dont nous devons tenir compte dans le travail au ministère des Affaires étrangères. Les collectivités locales. Plus de 5000 collectivités locales françaises ont des actions de coopération avec 10 000 collectivités étrangères. Les organisations non gouvernementales aussi. Vous connaissez Human Rights Watch, Amnesty International, Greenpeace, etc., Médecins sans frontières, ces organisations qui ont une action et une influence mondiale, et donc avec lesquelles nous travaillons de plus en plus. Les fondations, la fondation Bill Gates, qui a un budget, des moyens qui sont supérieurs à celui de nombreux États, les entreprises, EADS, Total, et bien d'autres, qui également ont une influence mondiale, les universités, votre IEP, par exemple, qui a des relations, des partenariats avec un grand nombre d'universités étrangères, qui reçoivent sans doute des étudiants étrangers. Donc, tout ça, ce sont des acteurs nouveaux dans les relations internationales, les grands médias, je parlais de CNN tout à l'heure, Al Jazeera aussi, qui a une influence très importante dans le monde arabe. Nous avons nous-mêmes créé France 24 pour essayer d'agir dans ce domaine. Donc voilà les nouveaux acteurs. Et donc, les défis pour nous, c'est d'avoir cette capacité de réactivité, de pouvoir nous adapter en permanence pour traiter ces nouvelles problématiques, traiter toutes ces questions. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, j'avais pas mal d'exemples à vous donner, mais je le ferai plutôt dans les questions. Mais par exemple, quand il y a eu la création des nouveaux États en URSS, les nouvelles républiques qui sont devenues indépendantes, les nouveaux États dans l'ex-Yougoslavie, par exemple en Croatie, il a fallu ouvrir une ambassade à Zagreb, la Slovénie, une ambassade à Ljubljana. Vous voyez, il y a tout un tas d'obligations pour nous de nous redéployer, de fermer des consulats en Europe ou des ambassades, enfin pas des ambassades en Europe, mais en tout cas des consulats, pour avoir les moyens d'ouvrir une ambassade à Astana, Almaty, voilà, un peu partout. Il faut aussi être bien présent dans les régulations internationales. L'usage de la force après la chute du mur, la fin de la guerre froide est revenu en force. On a remonté, on utilisait de plus en plus la force. Une des premières opérations de maintien de la paix, c'était contre l'Irak en 1991. Il y en a eu des dizaines depuis. Donc l'utilisation de la force au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est membre permanent, comme vous le savez, avec un droit de veto. Donc on est très actif. On lutte contre les famines, on est présent contre les pandémies, on en parlait à l'OMC. L'Organisation mondiale de la santé. On lutte contre les crises financières, on est présent au FMI, Fonds monétaire international, avec nos partenaires de l'Union européenne. On lutte contre la criminalité par notre action à Interpol. Voilà tout ce qu'on essaie de faire. Et puis, on collabore de plus en plus avec les ONG, avec les collectivités locales, avec les entreprises. Un exemple de collaboration avec les ONG, on a lancé une campagne pour l'abolition mondiale de la peine de mort. Il y a déjà une centaine de pays qui ont aboli la peine de mort, il en reste un grand nombre à convaincre. Et bien, on travaille avec la Fédération internationale des droits de l'homme, avec Amnesty International. On travaille ensemble, on s'appuie les uns sur les autres pour être plus forts, plus efficaces, pour promouvoir l'abolition de la peine de mort. On a aussi un effort, on doit aussi s'adapter dans notre expression. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. On a beaucoup investi dans ce domaine. On a une équipe de 25 personnes dans la direction qui s'occupe de ça. On a à peu près 200 000 abonnés sur Twitter, 20 000 amis sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez ça sur le téléphone, vous pouvez regarder en temps réel, mais ça doit être à peu près les chiffres. Notre site internet reçoit 1,7 million de visiteurs par mois. Et
puis tous ces efforts sont démultipliés parce que toutes nos ambassades, tous nos consulats ont des sites internet et souvent des comptes Twitter. Voilà. Et puis on essaie d'exercer une diplomatie d'influence, ce qu'on appelle le soft power, de plus en plus on dit le smart power, qui est l'utilisation complémentaire des instruments de puissance, hein, que ce soit militaire, économique, et les instruments de soft power qui consistent à gagner, à convaincre, à séduire. On le fait avec des établissements, je parlais des établissements scolaires à l'étranger, il y en a 500. Les 2 tiers des étudiants dans ces établissements scolaires sont des étrangers qui vont suivre toute leur scolarité en français depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Et après, on espère qu'ils viendront dans nos universités et on aura un dialogue plus facile avec eux. On a des alliances françaises, près de 800 dans le monde, des centaines de milliers de personnes apprennent le français. Et donc, avec cette barrière du langage qui diminue, avoir plus de facilité pour leur parler. Je termine la dernière partie, je devrais laisser quand même du temps pour les questions. Essayer de terminer à 40, c'est ça? Je devrais laisser près de 35 minutes pour les questions. Je vais vite, je suis désolé, mais je trouve que l'échange est plus intéressant après. Que font les diplomates? Alors, les diplomates, déjà, qui sont-ils? Les statuts sont très variés. Un tiers de nos personnels sur les 15 000 sont des recrutés locaux, c'est des personnes qui travaillent dans nos ambassades et qui sont recrutées localement. Souvent des personnes étrangères, enfin, qui ont la nationalité du pays où on les a recrutés. Par exemple, comme traducteurs, comme gestionnaires, comme personnel de service. Mais il y a toutes les catégories de personnes. À peu près un gros tiers, à peu près 6 000 personnes sont titulaires du ministère des Affaires étrangères, au CDI. Alors, bien sûr, il y a les ambassadeurs, les conseillers d'ambassade, mais il y a des personnes qui font toutes les tâches de secrétariat, de comptabilité, mais il y a vraiment tous les types de métiers. Et puis, il y a un tout petit tiers qui sont des contractuels, des personnes qui font des métiers que on ne sait pas bien faire. Par exemple, dans ma direction, des personnes qui nous aident pour l'audiovisuel, des spécialistes de l'audiovisuel, des spécialistes des réseaux sociaux, qui nous aident à être bons, pas trop mauvais sur Twitter ou sur Facebook, à programmer des applications pour aider les Français à l'étranger, etc. Et puis à Paris, voilà, il y a toutes les fonctions administratives classiques, depuis les grands directeurs du Quai d'Orsay aux assistantes, voilà, toutes les fonctions, les concours, enfin je suis la catégorie ABC. Et puis nous avons des concours dans toutes ces catégories, c'est le principal mode de recrutement par concours. Vous trouvez toutes les explications, je peux vous donner, mais sinon tout est bien mis en ligne sur le site, mais on a des concours internes, externes, dans les catégories A, B, C. Nous recrutons aussi par la voie de l'ENA, et puis on a des concours un peu particuliers qui sont des concours qu'on appelle Orient, avec des langues un peu particulières, japonais, arabe, etc., swahili. Voilà, parce qu'on a des besoins particuliers dans ces domaines. Les carrières sont très variées. C'est aussi l'intérêt du métier. Vous changez de métier tous les 3 ans. Si je prends ma carrière, j'ai déjà eu une vie avant d'aller à l'ENA. À l'époque, il y avait le service militaire, donc j'étais coopérant en Ouganda, j'étais prof de français pendant 1 an et demi. Après, je suis allé en Roumanie, j'ai fait différentes choses. Après, j'ai été vice-consul en Indonésie pendant 3 ans à Jakarta. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis rentré à Paris, j'ai passé des concours. Et en sortant, je suis allé à la direction des Nations Unies, où j'ai envoyé des instructions à mes petits camarades qui étaient à New York,
sur des dossiers comme l'Irak. À l'époque, l'Irak, c'était un enjeu important d'une dizaine d'années. La Libye était aussi sous sanction, donc il fallait envoyer des instructions régulièrement sur des résolutions. Après, je suis allé moi-même à New York, où je me suis occupé au Conseil de sécurité de beaucoup de dossiers des Balkans. Il y avait des opérations de maintien de la paix dans les Balkans, il y avait Chypre à l'époque, il y a toujours des observateurs. Je me suis occupé de l'Afghanistan, de Haïti, il y avait une opération de maintien de la paix. Après, je suis allé à Londres. Pendant 3 ans, j'étais chef du service de presse, donc j'avais une dizaine de personnes avec moi. La presse britannique est une des plus intéressantes du monde, donc c'était communiquer vers eux, essayer de rendre compte à Paris de ce qu'ils disaient sur la France, et puis essayer de les convaincre que voilà, vous avez écrit ça, mais en fait, voilà les chiffres, voilà la réalité. Donc c'était un travail de conviction jour le jour. Après Londres, je suis allé aux Émirats Arabes Unis, comme vous le disiez, donc j'étais numéro 2 de l'ambassade. C'est un pays avec lequel on a c'est une fédération en réalité, avec lequel on a des relations très importantes dans tout le domaine. On a construit une base, on a implanté une base militaire dans ce pays. La Sorbonne a ouvert il y a 5 ans maintenant et délivre des diplômes et fait des cours depuis 5 ans. Le Louvre va ouvrir dans 1 an ou 2. Voilà, donc c'est un pays avec lequel on a énormément densifié nos relations. Donc voilà, une carrière très variée. C'est ce qui rend le métier intéressant. C'est ce qui peut vous intéresser. On voit, on a des concours qui sont assez sélectifs parce que justement l'intérêt du métier fait que beaucoup de personnes peuvent suivre cette voie. Moi, je vais m'arrêter là. Enfin, j'étais bref, peut-être trop long. J'espère qu'il y aura assez de temps pour que vous puissiez poser des questions.